Ils sont deux et se rencontrent à l'école. Pour l'un, la création, pour l'autre, le pragmatisme. Ils fondent leur marque en 2013 d'après le nom d'un célèbre astronome avant de réenchanter l'univers Space Age de Courrèges. De retour en 2019, inspirés autant par Apple que par les maîtres de la couture, ils dessinent une mode futuriste et intemporelle. Bonjour Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Écoute, ça va. Une Fashion Week en pleine pandémie, comment vous vous sentez? Ça va, on le vit plutôt bien, bizarrement. Mais je crois qu'on est quand même assez de nature assez optimiste, donc ça va, on le prend avec... C'est compliqué évidemment, mais on est content de nos choix, de faire un défilé, d'être debout pendant cette Fashion Week parisienne, d'ouvrir d'ailleurs la Fashion Week parisienne. Est-ce que cette période a changé votre rapport à la mode? Ouais, obligatoirement. C'est-à-dire que tu crées dans un environnement qui est quand même très instable, qui fait peur. Donc oui, et à la fois, ça nous a permis de, comme tout le monde, de nous recentrer sur nos forces, sur ce qu'on sait faire de mieux. Et donc c'est plutôt positif, bizarrement. Ouais, on a été assez inspirés pendant le confinement. On a beaucoup lu, beaucoup regardé de films. Et réfléchi, pris le temps. Tu sais, dans la mode, tout va toujours très vite et t'as pas trop le temps de prendre du recul, d'analyser les choses. Et donc là, c'était un bon moment. Ouais. Bah justement, beaucoup appellent de leur vœu l'arrivée d'un autre monde, d'une nouvelle mode. Vous y croyez, ça, à vous? Une nouvelle mode drastiquement différente, non, parce qu'il y a des jolis fondamentaux déjà existants. Donc il y a plein de choses qui sont géniales qu'il faut conserver, mais il y a des choses à améliorer, c'est sûr. Le sustainable qui est la priorité. Le rythme des saisons qui est un peu bizarre. Je crois que tout le monde a très envie de vraiment renouer avec son client final, puisque c'est le plus important. Donc de parler directement à quelqu'un. Vous étiez aussi les premiers pendant la pandémie, je crois, à avoir fabriqué des masques. C'était important pour vous de participer de cette manière? C'était important et c'était primordial. En fait, on l'a fait parce que notre famille, nos parents travaillent dans le milieu médical. Et ils étaient vraiment les premiers un peu touchés parce qu'ils accueillaient tous ces gens dans les hôpitaux et ils nous appelaient en mode détresse. Il y a une pénurie immense de masques et du coup on s'est dit bon faisons ce qu'on sait faire et on a fait un espèce de tutoriel pour expliquer aux gens comment fabriquer leurs masques. Donc c'était important, mais on l'a fait pas de manière calculée ou quoi que ce soit. C'était très naturel. Oui. Fallait juste agir. C'était un acte citoyen pour que les gens puissent être autonomes, se protéger. Et sans en faire tout un truc marketing ou mercantile. Non, mais c'est agréable aussi parce que c'est vrai que la mode peut parfois être accusée de vivre un petit peu dans une bulle parallèle. Là, on voyait que concrètement, les marques pouvaient vraiment contribuer de manière vraiment utile et efficace. Et c'était... C'est important. Du coup, la situation sanitaire a provoqué vraiment un arrêt complet de toutes les industries. Tout a fermé en Italie, partout dans le monde. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce que ça a vraiment posé problème? Encore une fois, on est hyper optimiste, donc on essaie de prendre chaque contrainte comme un challenge à dépasser. Donc oui, il y a eu les fameux essayages sur Zoom qui sont hyper chiants, où tu as envie d'être avec ta modéliste, avec ton équipe et tout, in real life. Mais c'est surtout que nous, on a défilé en mars, et quelques jours après, il y avait le confinement. Et après un défilé, c'est souvent la période où tu t'inspires, où tu te reposes, etc. Donc en vrai, le confinement tombait un peu au bon moment. Donc ça ne nous a pas trop pénalisés. C'était vraiment cette période de recherche où on lançait les premiers modèles, mais tu lances des bases, tu vois, des choses. Et après, au moment du déconfinement, on a vu nos premiers modèles et là, on avait le temps justement d'améliorer et de construire vraiment la collection. Donc en vrai, ça allait. On ne va pas se plaindre. Donc les inspirations de cette collection ont été tirées tout droit en fait, du confinement lui-même. Bien sûr. Ouais, complètement. De la société en général. Vous pouvez nous en dire plus sur la collection elle-même? Ouais. Le point de départ de la collection, ça a été vraiment de se dire, par rapport à la situation, on s'est dit recentrons-nous sur ce qu'on sait faire, l'origine aussi de notre métier, ce que c'est. Donc c'est habiller des corps, habiller des femmes et des hommes. Et on s'est dit aujourd'hui c'est fou, on les habille, mais en vrai on les protège pas vraiment. Et on a eu un petit déclic et on s'est dit, en fait, proposons une collection qu'on appelle Ready to Care, c'est-à-dire prêt à prendre soin de son corps. Et donc, du coup, on a plusieurs actes dans la collection. Le premier, c'est vraiment sur la protection. Donc, on a développé des tissus qui sont, par exemple, antibactériens, hydratants pour la peau, anti-UV, plein de qualités comme ça. Et après, on a d'autres tissus qui sont en hommage au corps, à son articulation, au mouvement.
Et donc voilà, tout tourne autour du corps. Et super technique en fait. Ouais, assez technique, mais à la fois... Et très confortable. On très avait vachement envie de confort, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on peut être enfermé chez soi, on peut être dehors, il faut pouvoir jongler entre toutes ces circonstances. Et du coup, beaucoup de confort, donc toujours beaucoup de tailoring, de tailleur chez Coperni, c'est hyper important pour nous, mais plus stretch, plus toujours un peu futuriste, mais ouais. Tailoring loungewear. Ouais, un nouveau truc qu'ils appellent work leisure, tu vois, c'est un peu genre... je connaissais pas. Tu peux bosser chez toi sur Zoom, être chic et ensuite aller faire tes courses. Et du coup, cette saison, vous défilez tout en haut de la tour Montparnasse. Oui. C'est le plus haut défilé jamais organisé à Paris. Ouais, c'est vrai. Ça donne un peu le vertige. Ouais. Comment vous avez réussi à organiser ça? C'est dur. Hein, c'est dur et à la fois, ça s'est fait assez simplement. Ouais. On a la chance Enfin, la chance, je sais pas, mais on va souvent au culot, tu sais. Voilà, on a une idée, on y va et ça marche, tu sais. Parfois, il faut juste demander. C'était une symbolique de choisir ce lieu? En fait, je voulais à tout prix, on voulait un endroit en hauteur. Je pense que c'est un moment où il faut que tous, sans paraître prétentieux, mais qu'on prenne de la hauteur aussi sur les événements qui se passent et qu'on respire. Tu vois, on est un peu étouffé, surtout à Paris, où c'est une ville qui est très plate. On est tous, tu vois, très près du sol. Et là, j'avais envie, tu vois, d'emmener les gens vers, tu vois, un peu vers les nuages, un moment un peu léger. Voilà. Donc c'est parfait, c'est le meilleur endroit. Et surtout, ça change beaucoup du format que vous nous avez proposé il y a quelques saisons, la keynote, avec un talk et un partage. Et c'était plus un dialogue, peut-être. Vous vouliez vraiment revenir sur l'exercice du défilé, c'est important? Là, on avait envie d'humain, ça c'est sûr. Enfin, évidemment, en faisant hyper attention, en prenant toutes les mesures sanitaires, on fait hyper gaffe, mais ouais, on avait envie de voir des films, on avait envie d'humain, En fait, donc l'ADN principal de Copernic, c'est le digital, c'est la technologie, c'est ce qui nous passionne. C'est vraiment tout ce rapport entre l'humain et la technologie qui nous fascine et comment la technologie peut accompagner l'humain. Et il y a quelques saisons, effectivement, on a présenté notre collection d'ailleurs chez Apple, sur les Champs-Élysées. On a présenté une vidéo sur un écran géant, on a suivi ça d'un talk. En fait, on adore essayer différentes choses. Et je pense que chaque défilé, chaque collection a sa propre manière d'être montrée, tu sais. Là, maintenant, c'est sur le corps, la manière de se protéger. Donc, c'est bien de montrer des vrais corps aussi, tu vois. Donc voilà, il y a vraiment cette question que tout le monde se pose entre digital et vrai show. Et je pense que c'est pas l'un ou l'autre, c'est en fonction de ce que le créateur a envie de raconter. Mais c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. C'est quoi pour vous le rapport entre le réel et le virtuel? Il faut de l'humain, il faut de l'innovation. Nous, on croit beaucoup en le progrès, en la technicité. Je suis sûr qu'on peut encore améliorer plein de choses. Voilà, et à côté de ça, c'est génial de pouvoir créer une communauté via des réseaux sociaux avec des gens qu'on n'a pas nécessairement rencontrés, mais qu'on puisse tous avoir accès les uns aux autres. Mais tu parles de progrès, c'est quoi pour vous le progrès, en tout cas pour Copernic? Il est sur plein d'aspects de la chaîne, autant sur la création. Par exemple, aujourd'hui, j'essaie vraiment de travailler avec nos équipes sur... c'est bête, mais on arrête de dessiner sur une feuille avec un stylo, mais essayons de dessiner sur un iPad, par exemple, qui nous permet de vite digitaliser peut-être des patronages plus tard. Tu vois, donc ça, c'est sur la création, mais c'est aussi sur la production. C'est pas quelque chose qu'on fait, mais c'est dans mon rêve, tu vois, de demain, produire différemment, avec des machines pour que ça aille plus rapidement, peut-être pour que ça coûte moins cher aussi, le produit final. Donc, tu vois, sur chaque aspect de ce qu'on fait, on essaie, tu vois, toujours de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Je pense que c'est notre devoir en tant que créateur de faire ça. Et Copernic, c'est aussi une marque profondément parisienne. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Paris? C'est la capitale de la mode? Ouais, bien sûr. En fait, Sébastien et moi venons du sud de la France et ça fait 15 ans que nous sommes à Paris et c'était notre rêve déjà. Donc il y a toujours eu une fascination pour Paris et je sais pas, les femmes, leur allure, le style parisien ou français plutôt, mais on adore vivre à Paris. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant avec Paris, c'est que c'est quand même très poussiéreux, tu vois. Tu te retournes, tout est très vieux. Et du coup, moi, je trouve que personnellement, en tant que créateur, ça me pousse, tu vois, à essayer de un peu remuer le truc, tu vois. Mais c'est pas poussiéreux, c'est beau. Mais c'est beau à la fois, mais c'est très vieux, quoi. Est-ce que ça existe, les fautes de goût?
Je crois pas trop à la faute de goût, Est-ce genre qu'il y a des mélanger choses le que rouge et le vous, rose. vous ne voudriez jamais mettre sur le catwalk pour Copernic? Je sais pas si c'est une faute de goût, mais il y a quelque chose qu'on déteste. C'est vraiment prendre des pièces de vintage, les copier, tu sais. Ouais. Et pour Comme moi, ça se fait énormément aujourd'hui, C'est c'est peut-être une l'enfer. faute de goût, c'est juste... ça devrait être interdit. tu Ouais, vois. ouais. Et donc, ouais, ça, c'est un truc qui nous énerve un peu. C'est vrai que ça se fait de plus en Mais plus. énormément. En Énormément. fait, le rythme va trop vite, donc les Ouais. gens n'ont pas le temps de se poser, de se dire, et ils copient des vintage. En plus, on est vraiment passionné de vêtements et quand on crée, c'est vraiment on crée à partir d'un croquis, à partir d'une maquette. Et vraiment, on va l'améliorer, bien la penser. Et quand tu vois d'autres personnes qui ramènent des wagons de friperies de l'étranger, qui copient... Enfin, c'est... Ouais. Arnaud, Seb, c'est maintenant l'heure de la pièce rapportée. Vas-y. Bah, moi, ça va pas être très original, mais c'est mon téléphone. Voilà. Ok. Mais parce que en fait, je fais tout dessus, je travaille dessus, ça m'inspire. Je peux dessiner dessus si c'est l'iPad, tu vois. Et donc voilà, en vrai, sans ça, je pourrais rien faire. C'est triste à dire. Mais... C'est ton deuxième cerveau? Ouais, un peu. Moi aussi, malheureusement. Non, heureusement. Et toi, qu'est-ce que c'est? Moi, ça s'appelle un touch tool. Et du coup, ça permet d'ouvrir les portes, de faire son code de carte bleue, etc., sans nécessairement toucher. Quoi? C'est trop bien. Ouais, J'ai jamais entendu parler de ça. Tu connais pas? Non? Mais comment ça, tu peux ouvrir une porte? Et en fait, avec ça, tu peux... C'est comme une poignée, tu peux faire tes Je codes pensais de que tu carte voulais dire bleue. genre des portes fermées à clé. Tu Non, sais, non. Ah non. Le Non, Copernic Klepto. Non, tu peux faire ton code de carte bleue pour pas toucher les boutons. Tu peux ouvrir des portes, des poignées c'est quand ouf. c'est un Ouais, peu. sans Voilà. toucher. Bon, bah merci beaucoup les garçons. Merci d'être venus me voir. Et du coup, Merci. je vous vois Ouais. tout en haut de la tour Montparnasse. Merci à On toi. espère Camille. pas infernal. Non, non, s'il te plaît. Non, ça va être génial. Merci Camille. Merci. Salut. À plus.